Après ces multiples réunions avec les miniers, le gouverneur des provinces et même avec les experts du FMI par vidéoconférence sur des questions d'actualité du secteur des mines de ces derniers jours, la mobilisation des recettes dans le secteur pendant cette période de la Covid-19, les prévisions de la production minière et des recettes des exportations à fin 2020, le dossier du remboursement de la TVA à l'importation, le dossier du moratoire sur l'exportation des concentrés de cuivre, la question des rapatriements des devises par les miniers conformément au code minier, l'opérationnalisation de l'entreprise générale de cobalt et du service public du ministère dénommé l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Un homme d'État responsable et sans se fatiguer, son Excellence Monsieur le ministre des Mines, le professeur Willy Kitobo Samsoni, poursuit la campagne médiatique de vulgarisation du code minier avec le module 5 sur le régime fiscal, douanier et de change appliqué aux activités minières en RDC. Selon ses propres phrases, le ministre des Mines a introduit le module en rappelant que les intérêts de l'État à travers l'activité minière des privés sont décrits dans ce module. Il faut entendre par intérêt de l'État les recettes sous forme d'impôts, taxes, droits et redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus au profit du pouvoir central et ou des provinces. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la campagne de vulgarisation du code minier promulgué en 2018. Avec le module 5 qui porte sur le régime fiscal, douanier et de change. Au début, quand nous avions commencé avec la campagne de vulgarisation du code minier, nous avions dit que la révision du code minier visait un rééquilibrage sur les intérêts de l'État et les intérêts des privés qui investissent dans le domaine des mines. Le premier code minier de 2002, c'était un code minier qui était vraiment incitatif avec beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de privilèges aux miniers. L'État avait légiféré, mais en attirant beaucoup plus les investisseurs et en essayant de prendre le minimum possible des recettes de cette activité. Et donc, c'est en 2018 qu'on a dû revoir les intérêts de l'État. Et vous verrez dans ce module, nous expliquons comment on est passé à des redevances, à des taux qui étaient vraiment des taux très bas. On a essayé de les remonter. Et donc, une des innovations, une des modifications que nous avons eues de code minier, c'est revoir carrément, on a dû revoir, c'est le régime fiscal, le régime douanier et le régime de change. Notre loi minière est une loi qui a été revue de telle sorte qu'on a rééquilibré à peu près les intérêts de l'État et les intérêts des privés qui investissent dans le domaine de mines. Ce rééquilibrage s'est fait en faisant simplement le relèvement de certaines taxes, de certains impôts, de certains droits et redevances qui sont payés le simple fait que vous faites des activités dans le secteur de mines. Mais il faut dire que ce rééquilibrage était aussi un rééquilibrage pour que la Constitution soit aussi respectée. Cette Constitution qui veut que la population affectée par le projet minier puisse bénéficier des ressources de son sol et de son sous-sol. C'est une loi depuis la colonisation. Aujourd'hui, on peut dire une loi qui permet à ce que les populations riveraines se retrouvent. Nos mines existent depuis l'état colonial. Mais il y a certains endroits où on a sorti des minéraux sans qu'il y ait un développement notable. Aujourd'hui, c'est avec cette loi minière qui permet à ce qu'en appliquant la Constitution, donc on fait les retenues à la source des frais, par exemple comme des redevances minières,
des frais qui sont payés directement en province, comme les impôts fonciers, les impôts sur le véhicule, les taxes spéciales d'intérêt commun de circulation routière. Et donc, nous avons des recettes qui sont des recettes qu'on peut appeler des recettes locales. Ce qui est une très bonne chose dans ce sens que, localement, on a des sources de financement pour le développement des ETD, pour le développement de nos provinces. Quand vous regardez la loi de 2002, qui était déjà une loi, on disait, attractive, une loi incitative pour le développement du secteur, qui a attiré beaucoup d'investisseurs. Mais cette loi-là, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez au Haut-Touélé, beaucoup de choses n'ont pas bougé. Quand vous allez là-bas, c'est toujours des constructions qui étaient là, des Belges. Mais depuis qu'on a promulgué cette loi de 2018, quand vous allez maintenant observer dans les zones telles que Lualaba, les entités territoriales décentralisées telles que Fungurume, vous voyez, les choses sont en train de bouger. C'est une loi réussie qui profite aujourd'hui non seulement à l'État congolais, au privé, mais aussi aux populations affectées par les projets miniers. Le régime fiscal fixe déjà tout ça. Donc nous avons un régime fiscal qui doit être transparent. Lorsqu'on doit payer une redevance qui est repartie entre le pouvoir central, la province et les ETD, eh bien, nous devons savoir tous qu'est-ce que l'on a produit. Nous devons savoir tous si on a bien calculé la redevance. Et sur base de cette redevance 100%, maintenant on se dit, ah, j'ai mes 25% en tant que province, j'ai 15% en tant qu'ETD. Et les 50 qui entrent dans le trésor public, 10 qui entrent dans le fonds minier pour les générations futures. De manière très claire et transparente. Donc une loi qui rassure tout le monde. Comme je l'ai dit déjà dans le module 4, une loi où on a prôné beaucoup plus la bonne gouvernance. Une loi où on a prôné beaucoup plus la transparence. Ce n'est que quand il y a bonne gouvernance et transparence que tout marche. Et surtout quand il s'agit de l'argent. Et je pense que le législateur congolais d'hier, qui nous a légué cette loi, a trouvé un juste milieu pour que les privés se retrouvent, l'État, à travers le pouvoir central, se retrouve, la province se retrouve et les ETD se retrouvent. Le module qui porte sur le régime fiscal, douanier et de change est le module qui explique de manière exclusive et exhaustive toutes les taxes, tous les impôts et tous les droits et redevances que payent les miniers du fait d'exploiter les ressources minières du sol et du sous-sol de l'État congolais. Dans ce module, nous expliquons le régime fiscal, le régime douanier et le régime de change qui est utilisé dans le secteur de mine. Et donc, le régime qui est appliqué aux titulaires de droits miniers. Alors, pour ce qui concerne le régime fiscal, il faut comprendre ici que dans le régime fiscal, nous allons voir quels sont les impôts, taxes, droits et redevances que payent les titulaires de droits miniers. Il y a aussi, bien sûr, les sous-traitances que l'on fait dans le secteur de mine qui sont aussi liées à ce régime-là. Alors, dans le régime fiscal, c'est l'article 210, les articles que je trouve dans le code minier de 219 à 269. Vous trouvez, on vous donne à peu près tout ce que nous avons comme impôt qui est payable par les miniers, tout ce qu'il y a comme taxe qui est payable par les miniers et tout ce qu'il y a comme droits et redevances payable par les miniers. Et donc, ce sont ces actes générateurs des recettes que nous allons essayer de donner ici dans ce module, qui donnent à peu près ce que nous appelons ici les recettes de l'État. Au profit bien sûr du pouvoir central et aussi au profit des provinces et au profit des ETD.
À travers ce module, vous allez comprendre très bien une chose, c'est que la loi minière qui a été revue en 2018 est la meilleure des lois depuis la colonisation. C'est la meilleure des lois depuis notre indépendance du Congo. Puisque dans ce régime, on explique à peu près ce que l'État gagne comme recette à travers le paiement des impôts, le paiement des taxes, le paiement des droits et redevances de toutes sortes par les miniers. Et donc, comme l'État, nous l'avons dit au début, l'État n'est que propriétaire du sol et du sous-sol, mais l'État développe l'activité minière en laissant l'activité d'exploitation au privé. Et donc, ce que l'État gagne, c'est à travers ce qui est expliqué par ce module. Et donc, nous allons voir que le régime fiscal qui est donné dans cette loi-là, c'est un régime qui est transparent, clair, et on le dit, qui est exclusif et exhaustif. L'exclusivité et l'exhaustivité, il faut comprendre par là, ça veut dire quoi? C'est que on ne peut payer que ce qui se trouve dans la loi et pas des taxes qui ne sont pas dans la loi. Et on doit payer toute la totalité des taxes qui sont énumérées dans la loi. Vous ne pouvez pas payer une partie en disant ça, moi je ne paye pas. Et donc, c'est sous cette forme-là que c'est donné. Donc, c'est un régime qui est exclusif et exhaustif. Alors, mais il y a une particularité qui est souvent demandée même par des miniers, c'est l'application de l'article 220 du Code minier dans ces derniers paragraphes, dans la dernière disposition, où on dit que le Premier ministre peut, par voie de décret, accorder certaines mesures incitatives à certaines provinces qui ont des déficits des infrastructures. En ce moment-là, on peut essayer de donner par voie de décret délibéré en Conseil des ministres à un minier, par exemple, certaines exonérations lorsque ce minier peut faire des infrastructures dans une des provinces. Vous vous rappelez ce que j'avais dit dans le premier module, c'est que la révision visait aussi le respect de la Constitution. Et ici, il faut comprendre que lorsqu'on a revu la Constitution, le mode de gestion, la gestion bien sûr, nous parlons ici de la gestion administrative du pays, devait passer par une certaine décentralisation. Une certaine décentralisation. Et donc, il y a le pouvoir central, le pouvoir des provinces et il y a le pouvoir qui se trouve des ETD. Dans ce même module, il explique les modifications qui ont été faites sur le taux de la redevance minière et sa répartition selon une clé définie dans le code minier entre le pouvoir central, la province où s'effectue l'activité minière et les entités territoriales décentralisées, ETD, affectées par les activités minières, la réglementation particulière qui a été introduite pour les substances stratégiques avec un taux de redevance de 10%, l'innovation introduite sous forme de fonds miniers pour les générations futures qui prend 10% de la redevance minière totale. Dans la Constitution, il est dit, pour cette administration du pouvoir central, de la province et des ETD, il faut donner des moyens de l'administration. Et pour avoir ces moyens, parmi ces moyens, il y a ce que l'on perçoit directement sur les recettes de l'État. Dans le secteur de mines, ce qui se faisait dans le temps, c'est qu'on rétrocédait. Après avoir pris par exemple des redevances minières, on rétrocédait à la province de l'argent qui venait totalement à 100% au niveau du trésor public. Mais aujourd'hui, avec la loi minière révisée, eh bien, nous respectons la Constitution, ça veut dire qu'on paye à la base et on prend directement les 40% de la redevance minière qui est due aux provinces. Et les provinces aussi, il y a une répartition 25% pour le pouvoir central de la province et les 15% pour les entités territoriales décentralisées. Et donc, à la différence, c'est vraiment une innovation qu'il faut vraiment saluer. Les provinces retiennent directement à la source, après production, quand il faut payer les redevances minières, les provinces prennent directement leur part, les ETD leur part et les 50% viennent au niveau bien sûr du pouvoir central dans le trésor public, tel que
nous allons le voir dans la suite, on fait la clé de répartition de la redevance minière. Là, je n'ai parlé que de la redevance minière. Mais quand on va voir la liste entière de taxes, des impôts, des droits et des redevances que l'on paye, de toutes sortes, bien sûr, à travers le secteur de mines, il y a des impôts, taxes, droits et redevances qui sont payés au trésor public. Il y a aussi d'autres qui ne sont payés qu'en province, tout comme la redevance minière est payée et pour la province et pour le trésor public. Concernant le régime douanier appliqué dans le code minier, il explique que la loi minière révisée en 2018 offre aux titulaires des droits miniers un régime attractif et incitatif à l'investissement et au développement du secteur des mines. En effet, le code minier donne des privilèges aux titulaires des droits miniers en appliquant des taux de douane réduits sur les importations de certains biens, intrants miniers, mobilier, équipements, engins techniques liés aux opérations de traitement, pour autant que ces biens figurent sur la liste approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions les mines et les finances. C'est au 100 de 2% par rapport aux droits de douane avant le commencement de l'exploitation, de 5% à partir de la date du commencement de l'exploitation. Sous le même régime douanier, l'exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels sont exonérés de tout droit de douane. Il faut noter également que le code minier maintient les mêmes privilèges en cas de transfert des biens matériels et ou équipements d'un projet à un autre dans le cas de cession des titres, par exemple. Quand on parle du régime douanier, ici, nous allons voir que, en majeure partie, le code minier a prévu des privilèges qu'on donne aux miniers. Le simple fait que vous faites des activités minières, eh bien, on va vous donner certains privilèges. Et en premier, c'est que les miniers, le plus souvent pour les inciter à investir dans le domaine, pour les inciter à développer leurs projets miniers, eh bien, le code minier a introduit des innovations pour inciter les miniers, pour attirer les investisseurs dans le secteur de mines. La première des choses, c'est que tout ce que vous commandez pour votre projet, biens, équipements, engins, intraminiers, on vous donne des droits de douane à des taux réduit. Donc vous êtes privilégié, vous payez une partie simplement des taux des douanes tels qu'on le paye dans le droit commun. Bien sûr, cette liste des choses que vous pouvez payer, vous devez le payer bien sûr sur base d'une liste qui est approuvée par arrêté conjoint signé par le ministre de Mines et le ministre du Portefeuille. On parle souvent de ça quand vous voyez dans les médias, on dit les exonérations douanières liées aux activités minières. Eh bien, c'est la part que le gouvernement congolais, la part que l'État congolais donne aux miniers dans ce partenariat de l'exploitation de ces ressources du sol et du sous-sol. L'État, pour inciter les investissements, eh bien, donne certains privilèges, certaines facilités. Alors, les taux sont variables. Vous avez le taux de 2% qui est appliqué sur la liste de tous ces biens que vous importez, 2% par rapport à la valeur de droit de douane que vous devez payer, 2% seulement. Eh bien, 2% lorsque vous êtes avant le commencement de l'exploitation en train de monter le projet. Et donc vous voyez que c'est un taux qu'on vous donne privilégié pour que vous importez facilement tout le matériel du montage de votre projet. Et lorsque le projet est fini, le début de l'exploitation, le taux passe à 5%. Il reste toujours un taux privilégié. 5% des droits de douane seulement. Et donc le projet
est soutenu par l'État en vous exonérant une partie de ce que vous deviez payer normalement lors de l'importation. Alors, il y a des choses que nous consommons chaque jour et qui font tourner les usines. Ce sont les lubrifiants, ce sont les carburants, puisque les engins tournent à travers la mine, en allant vers l'usine métallurgique, le transport des produits d'un point A à un point B, les exportations. Et donc, les carburants, les lubrifiants, ce sont des consommables à tout moment. Et donc, pour ces consommables là-bas, il y a aussi un taux qui est appliqué, qui est le taux de 10% par rapport aux droits de douane. Quand vous regardez simplement ce régime de privilèges qui est donné aux miniers, vous comprendrez par là que l'État a voulu toujours rendre le code minier toujours attractif et un code minier incitatif pour les investissements des projets miniers. Alors, nous allons même très loin. C'est que lorsque l'on introduit la liste des biens dont on veut qu'on les importe avec ces privilèges-là, et donc cette réduction de taux de douane, eh bien la liste elle est introduite au niveau du ministère des Mines et le traitement prend 60 jours. Si dans 60 jours, vous n'approuvez pas avec un arrêté conjoint interministériel, ministère de Mines et ministère de Finances, eh bien, c'est considéré que vous avez approuvé. Automatiquement, vous devez accorder à ce minier, après 60 jours, ces privilèges-là. Et donc, pour une bonne gouvernance, l'État est obligé de traiter ces dossiers et respecter les délais qui sont des délais réglementaires. D'autres privilèges sont accordés, toujours dans le régime douanier, c'est l'exonération de l'exportation des échantillons. Nous n'avons pas tous les laboratoires qui nous permettent d'analyser tous les échantillons que nous avons. Parfois, on a besoin, pour certifier si nos analyses sont correctes, de faire vérifier les mêmes analyses dans des laboratoires spécialisés à travers l'international. Et donc, tous les échantillons qui sont collectés dans les projets miniers, dans l'exploitation minière, tous ces échantillons dont on a besoin pour les exporter pour les analyses chimiques, pour des analyses de contrôle, eh bien ces échantillons sont exonérés de tout droit de douane. C'est exporté sans paiement de droit de douane. C'est exonéré. Tout ça pour faciliter l'activité minière. Il y a d'autres privilèges aussi que vous devez savoir. C'est que si on est déjà avec ces privilèges-là, puisqu'on est titulaire d'un droit minier, lorsque vous faites même une cession, nous avions parlé lors de la gestion du domaine minier qu'il y avait des problèmes de cession parfois des titres. Vous pouvez céder une partie partiellement votre droit minier ou une cession totale. Eh bien, les privilèges qu'on vous a déjà accordés par le pays dans ce régime douanier, eh bien, ces privilèges sont transférables, sont transférés automatiquement aussi à l'autre titulaire des droits. Celui qui reçoit par le transfert votre titre. Et donc, si le transfert se fait aussi avec un transfert de matériel, ce sont des matériels qu'on considère qui sont des matériels qui ont été exonérés et qui sont entrés dans le pays avec cette exonération. Même le jour où il faudra, je ne sais pas, repartir avec ces matériels, eh bien, ces matériels-là, même s'il a été passé d'un titulaire à l'autre, eh bien, ce matériel sera toujours considéré comme un matériel devant bien sûr bénéficier de ces régimes douaniers privilégiés. Concernant le régime de change et les garanties de l'État, le Code minier réglemente toutes les opérations de change, mouvement de fonds à travers différents comptes bancaires des sociétés du pays et de l'étranger.
Cette réglementation de change permet aux miniers la liberté de conversion de leurs fonds et devises provenant des ventes des produits miniers en francs congolais à deux taux de change de leur choix dans des banques commerciales agréées en RDC. Toutes les activités minières des titulaires des droits miniers sont garanties par l'État congolais par certaines clauses de stabilité du code minier. Deux clauses sont importantes à signaler: la stabilité de la loi, la stabilité du régime fiscal qui demeure acquise et intangible. En parlant de régime de change, une partie où nous allons essayer d'inviter le gouverneur de la banque pour donner un peu beaucoup plus de détails. Mais le fait que c'est une matière de collaboration avec la Banque centrale, je vais essayer de donner un résumé des innovations qui ont été introduites dans le code minier et qui méritent d'être connues pour que l'activité minière se fasse très bien. Alors, la première des choses, c'est que c'est la réglementation elle-même de change. Dans cette réglementation de change, il faut noter que le code minier donne la liberté aux titulaires des droits miniers lorsqu'il y a des apports de devises, lorsqu'il y a des fonds qui viennent d'investissement vers le pays. Et même quand on est en exploitation, il y a des revenus de vos ventes que vous avez, eh bien, ce sont des devises qui viennent. Mais ces devises, lorsque ces devises viennent, vous êtes libre de convertir votre argent, par exemple, en francs congolais, à des taux que vous voulez vous-même à travers les banques commerciales agréées. Donc l'État ne vous impose pas, vous êtes libre. Cette liberté-là. Eh bien, la réglementation aussi, pour le besoin de la transparence, insiste sur le mouvement de tout ce qu'on a comme fonds, revenus. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué dans le module 4 sur la bonne gouvernance et la traçabilité des revenus. Je vous ai dit, pour toute transparence, il était demandé aux miniers de suivre aussi, de déclarer les revenus qu'il y a dans les comptes principaux, tout comme dans les comptes qui sont au Congo. Et donc, ici, il y a dans le régime de change, eh bien, on a réglementé avec toute transparence tout ce qu'il faut faire pour que cette transparence de vos revenus soit toujours connue et déclarée. Le pays doit savoir votre compte principal, tous les mouvements qui se font là-bas, dans le compte principal, dans votre compte ici. Et donc, tout ce qu'il y a comme mouvement de fonds doit être connu de la BCC. Mais il y a quelque chose qu'il faut quand même noter, et qui fait un peu beaucoup de bruit, même ces derniers temps, avec les miniers. C'est ce problème que vous entendez qu'on appelle le rapatriement des déficits. On a donné au privé l'exploitation des mines, mais en donnant au privé cette exploitation de mines, les miniers se font de l'argent. Les miniers payent les impôts, payent les taxes, payent les droits et redevances de manière exhaustive et exclusive. Tout le monde paye tout. Et au final, ils restent avec leur argent. Mais il est très bien dit ici que l'une des dispositions obligatoires pour soutenir l'économie congolaise, vous devez rapatrier 60% de l'argent que vous encaissez. Dès qu'il y a l'encaissement dans le compte principal, vous avez 15 jours pour rapatrier 60% de ces devises-là. Il y a des miniers qui disent, bon, lorsqu'on rapatrie, d'année en année, qu'est-ce qu'on se retrouve avec de l'argent gelé dans les comptes au Congo? Mais quand on fait le rapatriement des devises, c'est l'argent qui vous appartient. Ce n'est pas, le rapatriement ne donne pas des recettes de l'État.
Mais cet argent dans les banques congolaises soutient l'économie congolaise dans ce sens que quand on a besoin des devises, on peut acheter des devises. Mais la garantie que donne l'État aux titulaires des droits miniers, c'est que l'État ne peut pas acheter de manière automatique vos devises, puisque l'État en a besoin. Non. Le rachat ne peut pas se faire d'office. Et donc, c'est l'argent des miniers et qui se trouve bien sûr dans les banques. Et si les banques fonctionnent correctement, cet argent va aider à la stabilisation bien sûr de notre monnaie, puisque cet argent se trouve dans les banques congolaises et bien sûr tourne à travers les opérations bancaires au Congo. Il est plus facile en ce moment-là d'avoir de l'argent disponible dans les banques que de ne pas en avoir. Et donc les devises viennent de nos recettes à travers cette obligation de rapatriement de 60%. Sur ce point-là, c'est que l'État ne peut racheter qu'en cas de nécessité. Si l'économie vraiment l'impose ou bien fait que l'économie a besoin vraiment des devises, l'État peut racheter les devises rapatriées à condition de négocier la hauteur du rachat et même le taux. Et donc c'est quelque chose que l'État garantit, qu'on ne peut pas prendre de manière, enfin d'office, un rachat d'office sans demander, donc c'est de manière négociée. Lorsque on ne rapatrie pas cet argent, 60%, c'est une obligation, on a dit ici, eh bien, pour imposer aux gens de rapatrier, eh bien, il y a des sanctions qui sont aussi prévues dans la loi. Et ici, c'est à l'article, si je me rappelle, 269. Et donc, si vous ne rapatriez pas dans les 15 jours, eh bien, vous êtes puni d'une amende de 5% par rapport à la valeur non rapatriée. Mais il n'est pas dit que quand vous payez l'amende, vous ne devez pas rapatrier. Vous avez l'amende, mais vous devez rapatrier cette somme-là. Et donc, ici, nous disons, si vous ne rapatriez pas dans le délai, vous êtes puni de cette amende, dans les 15 jours, de cette amende de 5%. Mais l'opération de rapatriement doit se faire. Vous devez régulariser, mais avec amende. Dans le cas contraire, vous allez vers une sanction autre que une sanction de ces 5%. C'est une sanction administrative du refus de l'application de la loi. Ce point-là, c'est un point bien sûr où il y a beaucoup de discussions avec les miniers. Et je pense que pour soutenir l'État congolais, lorsqu'on monte des projets miniers, ce point-là doit être considéré comme un point des intérêts aussi de l'État. Ce n'est pas une recette de l'État, mais le rapatriement permet à ce que notre économie congolaise soit aussi stabilisée par ces devises qui rentrent dans le pays. On parle souvent de garantie de l'État. Nous en avons parlé quand on parlait déjà de taxes au début. Dans l'introduction, j'ai dit quelles sont les garanties que nous pouvons faire des activités en RDC sans qu'il y ait des problèmes, par exemple, de changement à tout moment de loi. La clause de stabilité de la loi, elle est définie dans un article du Code minier 273. C'est que l'État rassure tous les miniers qu'aucune disposition de la loi ne peut être changée. Si ce n'est que par une modification de la loi passant par les deux chambres, ça veut dire par la voie législative. C'est pour ça que tous les jours je dis aux gens le respect du Code minier. L'État a déjà garanti à travers cet article qu'il n'y aura pas de modification du Code minier. Si ce n'est qu'une modification qui passerait encore par les deux chambres, sous forme d'une loi révisée. C'est la première garantie qui nous donne
déjà une clause de stabilité de la loi, de tout ce que nous faisons. Et comme ici on parle de régime fiscal, douanier et de change, ce qui nous intéresse, c'est la stabilité du régime. Le régime douanier, le régime fiscal et le régime de change. Eh bien ici, il y a une garantie aussi qu'on donne au milieu, que le régime fiscal, le régime douanier et le régime de change, c'est un régime qui est déjà acquis par les miniers et qui devient intangible. Et donc on ne peut pas le modifier dans un délai de 5 ans, à compter de la promulgation, ça veut dire le 9 mars 2018. Pour tout ce qui est périmètre d'exploitation, déjà valide. Mais à compter de la conversion de votre périmètre de recherche en périmètre d'exploitation, pour un périmètre de recherche qui était valide lors de la promulgation. Et donc, en d'autres termes, ici, on a donné un délai de 5 ans comme clause de stabilité où on dit le régime ne change pas, que ce soit le régime fiscal, douanier et de change. Pendant 5 ans, ça ne change pas. À compter de votre PE, qui était déjà valide quand on a promulgué la loi, à compter de votre PE, si ce PE-là, qui est venu après la promulgation, c'est un PE d'une conversion de votre périmètre de recherche, enfin de votre permis de recherche en permis d'exploitation.